C'est vraiment un déconfinement du 11 mai qui a été en partie permis parce qu'on a réussi à construire cette infrastructure de données. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de nouvelles personnes qui arrivent aux hôpitaux dans des situations qui nécessitent une hospitalisation, en particulier dans les services de réanimation, parce que si on dépassait la saturation, on était dans une situation où les patients pouvaient moins bien être pris en charge. 400 millions de tests qui ont été concentrés pendant les 4 ans de vie du projet, on l'a fait. On n'est pas condamné à des échecs. Ces infrastructures publiques de partage de données, ça peut réussir si on s'en donne les moyens, si on veut le faire. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des agents pour évoquer l'action publique. Cette mini-série porte sur le développement d'infrastructures de partage de données pour répondre à des problématiques très concrètes. Crise sanitaire, pénurie de professeurs, soutien aux agriculteurs, etc. Un épisode introductif explique la démarche avec Laura Letourneau, auteure du plaidoyer pour les grandes oubliées, les infrastructures publiques de partage de données. Dans cet épisode, on se concentre sur le système d'information de dépistage, SI-DEP, créé en urgence pendant la crise sanitaire en 2020. Avec en ligne de mire d'être prêt pour le déconfinement, Raphaël Beaufret, ingénieur de formation, revient sur la méthode unique de création en temps limité d'une infrastructure dans le domaine de la santé, ainsi que ses évolutions tout au long de la sortie de crise sanitaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et même YouTube désormais, à noter le podcast et à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées, car cela aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de ton parcours, de l'infrastructure de partage de données sur laquelle tu as travaillé lorsque tu étais au ministère de la Santé, SI-DEP, et bien sûr aussi dans une partie 3, des conseils que tu pourras donner pour les auditeurs. Mais d'abord, bien sûr, présente-toi, raconte-nous un petit peu qui tu es. D'abord, merci pour ton invitation. Donc, moi, je suis Raphaël Beaufret, je suis un Parisien qui a la chance d'être né chez mon employeur actuel, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, dans un de ces 38 hôpitaux, principalement en Île-de-France, qui soignent chaque année plus de 10 millions de patients et qui emploient plus de 100 000 professionnels. Donc actuellement, j'ai la lourde tâche, donc depuis quelques mois, d'être le directeur des services numériques de cette institution et qui, donc comme son nom l'indique, fournit des services numériques à la fois pour les professionnels, médecins, soignants, mais aussi pour les patients de plus en plus. Et j'en profite pour faire une petite page de pub pour vous dire que si vous travaillez dans ce domaine et que ça vous intéresse d'avoir un métier qui a du sens, eh bien, n'hésitez pas à candidater chez nous en allant sur notre page Welcome to the Jungle, puisqu'on a vraiment plein d'opportunités super pour travailler sur des super technologies, dans un super cadre et surtout au service de l'hôpital public. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de se lever tous les matins sur cette mission. On mettra le lien dans la description et donc j'espère qu'il y aura des redirections. Très bien. Donc dans ma jeunesse, puis dans mes études, j'ai toujours été vachement intéressé par le domaine de la santé. Au début, j'étais vachement hypocondriaque quand j'étais petit. Alors, je me suis soigné entre-temps et je ne le suis plus du tout. Et j'ai pas arrêté d'hésiter entre faire des études sur la biologie, en médecine. Mais finalement, j'ai un peu dans la pression collective de ce qu'il faut faire, ce qui est le mieux, etc. J'ai suivi plutôt des études, comme on dit, d'ingénieur généraliste, celles qui laissent potentiellement le plus grand nombre de pistes ouvertes. Alors, parfois, faut quand même se décider un jour, à un moment donné, et faire le saut dans le grand bain. Et j'ai eu la chance donc de faire une prépa et d'intégrer l'école polytechnique, où j'ai eu la chance de travailler sur des disciplines comme la chimie, la biologie, qui ne sont pas forcément les disciplines qui sont les plus courantes, puisque généralement il y a beaucoup plus d'élèves qui font des mathématiques ou de la physique, par exemple. Mais j'ai eu l'opportunité sur ce campus, justement quand on n'était pas beaucoup, d'avoir un accès à des chercheurs exceptionnels, des laboratoires, pour découvrir ou redécouvrir ces champs plus orientés vers le vivant, moi qui me passionnaient. Et puis après, j'ai eu la chance à la sortie de l'école polytechnique, de rentrer dans un corps de l'État qui s'appelle donc le corps des ingénieurs des ponts, eaux et forêts, qui est un grand corps technique qui a été issu de plusieurs fusions, notamment du corps historique des ponts et chaussées et du corps de l'ENGREF, du génie rural des eaux et des forêts, qui vraiment brasse un panel de missions techniques extrêmement large. Et moi, je faisais partie donc des rares au sein de ce corps qui étaient intéressés par le domaine de la santé humaine, parce que dans ce corps, il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent sur les questions de santé animale. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une formation complémentaire après l'école polytechnique, où j'ai fait notamment une école que je recommande vivement, qui s'appelle le Collège d'ingénieurs, qui est spécialisée pour des personnes qui ont fait des études scientifiques, des personnes notamment françaises, mais aussi italiennes et allemandes, parce que c'est une école qui est avec 3 nationalités,
et qui a l'objectif de former des personnes qui ont plutôt une culture donc scientifique ou médicale, puisqu'il y a un certain nombre de médecins d'ailleurs à l'intérieur, à des enjeux plutôt sur des soft skills, c'est-à-dire vraiment travailler la stratégie, travailler les ventes, travailler les ressources humaines, travailler un certain nombre d'éléments qui seront généralement particulièrement utiles pour le milieu professionnel, pour des fonctions un peu plus classiques, c'est-à-dire hors recherche, plutôt dans les entreprises ou les organisations publiques. Dans cette formation, j'avais notamment eu la chance d'être en alternance dans une industrie pharmaceutique, qui m'a donc fait pour la première fois un petit peu rentrer dans le secteur de la santé. Et puis après, j'avais eu aussi l'occasion de faire une année complémentaire plutôt orientée sur la recherche. Alors très modestement, parce que c'était un master 2 de recherche, c'était pas une thèse, mais sur lequel j'ai travaillé sur les virus. Donc j'étais à l'hôpital Saint-Louis, c'était alors après ma naissance, ma deuxième vraie expérience avec la PHP, on va dire. Et donc j'étais à l'hôpital Saint-Louis, où j'ai eu la chance de faire de la recherche sur les virus. Alors, in fine, je m'occupe aujourd'hui un peu plus des virus informatiques que des virus, même si on va reparler aujourd'hui du Covid, qui est évidemment un virus. Et donc, à l'époque, c'était donc une expérience très intéressante de recherche, où j'ai pu un petit peu mesurer ce que c'était que de faire de la recherche dans une institution publique. Voilà. On était en quelle année? Et en plus, tu as dit, après ta naissance, tu étais né quand? Oui, je suis né en 88, donc j'ai 36 ans, si je calcule bien. Et donc, je devais avoir voilà, une vingtaine d'années quoi, quand j'ai fait ça. Et puis après, j'ai sauté dans le grand bain professionnel où j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique. Ça m'a pas beaucoup plu sur des fonctions au niveau européen où je travaillais sur des partenariats entre l'industrie pharmaceutique et la Commission européenne dans le domaine de la recherche fondamentale. Et ça m'a pas trop plu. Donc, je suis assez rapidement parti et j'ai eu la chance d'être recruté après, justement, chez mon employeur actuel à la PHP, où j'ai travaillé au démarrage au cabinet de l'ancien directeur général, Martin Hirsch, où j'ai directement découvert un petit peu cette institution. APHP, l'acronyme? APHP, donc c'est Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est un hôpital qui a 3 missions, le soin, l'enseignement et la recherche, et qui est vraiment un endroit exceptionnel que je conseille à tous, à la fois en tant que patient, mais aussi en tant que professionnel pour venir y travailler. Et donc, j'ai d'abord travaillé au cabinet du directeur général sur différentes fonctions, et puis après, j'ai eu l'opportunité pour la première fois de travailler sur le numérique. C'est comme ça que je suis tombé dedans. On a toujours cru que comme j'avais l'étiquette à ingénieur, j'étais forcément très doué en numérique, mais j'étais pas spécialement connaisseur de ce domaine-là, parce que j'avais pas travaillé plus que ça l'informatique quand j'étais à l'école. Mais je suis tombé un peu dedans parce que c'était un des forts besoins dans cette institution au moment où j'y étais. Et donc progressivement, j'ai appris un peu sur le tas. J'ai aussi appris en me formant à côté. T'es allé à l'école 42, c'est ça? Alors voilà, après mon premier passage à la PHP, je me suis dit que c'était vraiment un secteur sur lequel j'avais envie d'investir. Donc je suis revenu à 30 ans à l'école, ce qui m'a fait un bien fou. Et donc je suis revenu j'ai fait l'école 42, après avoir fait la piscine, qui est un peu le concours d'entrée. Et donc pendant un peu plus de 6 mois, j'ai travaillé, j'ai avancé les étapes du cursus très particulier de l'école 42, que je recommande aussi. Et je crois savoir d'ailleurs qu'ils ont ouvert beaucoup de franchises. Il n'y a pas du tout que l'école parisienne, dont je crois le campus a d'ailleurs été rénové récemment à côté de Porte de Clichy. Mais il y a également des écoles dans plusieurs endroits en France et à l'international. Et je conseille vraiment pour ceux qui sont intéressés par le numérique, même s'ils ne veulent pas devenir développeurs forcément, d'aller apprendre un petit peu le développement, parce que ça donne une idée de qu'est-ce que c'est dans la soute, entre guillemets, le numérique. Et ça m'a été très utile par la suite. Il y a quelque chose qui m'intrigue, et je te laisserai bien sûr finir ta présentation, mais tu n'as pas choisi le numérique en formation, en enseignement aux origines. Tu es plutôt sur donc, de la chimie, de la biologie, de ce que tu nous as indiqué, avec en plus un cursus au Collège des ingénieurs, donc une maîtrise en administration des affaires, donc plutôt des fonctions administratives, support, peut-être même de politique publique. Et tu deviens quand même un expert numérique. C'est très intriguant, c'est aussi source d'espoir et d'énergie pour toutes les personnes qui peuvent aussi se reconvertir. Comment tu as pu réussir cette transition entre le passage du cabinet auprès de Martin Hirsch et des fonctions officielles dans le numérique? Alors, initialement, on m'a demandé de me pencher sur le numérique parce qu'il y avait des grandes questions stratégiques sur les systèmes d'information, sur lesquels il y avait besoin de quelqu'un qui coordonne un peu l'intervention d'auditeurs extérieurs pour savoir où on en était sur notre système d'information. Donc, c'est un peu une sorte de hasard et la force des choses et le fait d'être à un endroit avec une certaine étiquette, on va dire, d'ingénieur, qui fait qu'on m'a filé une mission sur le numérique. Puis à l'époque, il y avait un deuxième élément, c'est que tout le monde commençait à parler big data. Et donc le directeur général de l'époque m'a demandé d'essayer de fournir une vision là-dessus, qui, pour résumer, était de dire, avant de faire du big data, il faut d'abord construire un cadre pour mieux partager les données, parce que sinon, c'est sûr qu'on n'en fera jamais rien. Et donc c'est aussi les hasards de la vie. On se retrouve dans des organisations qui ont des besoins à un moment donné, qui sont parfois une opportunité de prendre effectivement une sorte d'embranchement
en fonction des goûts qui évoluent. Et donc voilà, moi je me suis respécialisé à plusieurs reprises. Et je pense que c'est aussi bien dans le monde professionnel d'essayer de tâtonner, de faire parfois des choix dans lesquels on n'est pas satisfait et donc on refait un virage. Moi par exemple, mon premier poste m'avait pas du tout plu dans l'industrie pharmaceutique, donc j'en suis parti très vite. Il faut savoir aussi se lancer, essayer des trucs pour aussi mieux se réorienter plus tard. Et à tous les âges, je pense que c'est possible. Il y a d'ailleurs beaucoup de parcours professionnels qui le montrent et je pense que la fonction publique est un cadre qui permet de le faire aussi. Et donc, par des hasards de circonstances et aussi au fil de l'eau, un intérêt, quand j'ai commencé à travailler sur les projets numériques, j'ai réussi à me spécialiser là-dedans. Et donc, après avoir travaillé auprès du directeur général de la PHP, je suis rentré dans la direction des services informatiques de la PHP, où j'ai travaillé un peu plus de 3 ans, justement pour construire ce qu'on appelle, nous, l'entrepôt de données de santé, c'est-à-dire la manière dont on va organiser la réutilisation des données pour des projets de recherche ou pour la production d'indicateurs de pilotage. Et puis après, j'ai eu aussi l'opportunité d'assurer d'autres fonctions à la direction de la stratégie et de la transformation avant justement de partir faire l'école 42. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la fonction publique, elle permet, via des mécanismes, par exemple, moi, de contrat de détachement, où je peux aller dans une structure qui n'est pas forcément dans le cœur de mon administration d'origine, je peux aller travailler sur d'autres sujets dans le cadre de contrats de détachement à l'intérieur de la fonction publique. Par exemple, l'État fait un contrat de détachement avec, par exemple, le ministère de la Santé quand j'ai été travailler au ministère de la Santé, avec la PHP quand je vais travailler à la PHP. Et donc ça, c'est un cadre juridique, les contrats de détachement qui permettent d'aller essaimer, y compris d'ailleurs à l'intérieur des différentes fonctions publiques, parce que moi je suis entre guillemets un fonctionnaire de la fonction publique d'État qui travaille aujourd'hui en contrat de détachement dans la fonction publique hospitalière. Mais cette fonction hospitalière, tu la quittes à nouveau, puisque tu vas aller au ministère de la Santé pendant quelques années? Alors je l'avais déjà quitté pour aller d'abord me reformer à l'école 42. Et donc après, effectivement, plutôt que d'être réemployé à nouveau dans la fonction publique hospitalière, je vais être employé au sein de l'État, en administration centrale, au ministère chargé de la santé, mais dans une administration qui est différente de mon administration, entre guillemets, de rattachement, parce que c'est les ministères de l'écologie et de l'agriculture qui, quelque part, s'occupent du vivier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Et donc, je vais en contrat de détachement au ministère de la Santé fin 2019, recruté par Laura Letourneau et Dominique Pond. Laura, qui est, je crois, bien sûr, invité de votre podcast, évidemment, sur les infrastructures de partage des données publiques. Et donc là, je vais y travailler un peu plus de 4 ans. D'abord comme directeur de projet et après comme co-responsable de cette délégation avec Ella Gariani quand Laura et Dominique sont partis. Et ça a été une expérience absolument incroyable parce que c'est un peu une start-up à l'intérieur de l'État. Et je crois que vous avez eu la chance d'avoir quelques autres professionnels de la DNS qui sont invités dans le podcast. Mais on a travaillé sur plein de projets extraordinaires avec des personnes extraordinaires. Et moi, un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est donc CIDEP, dont on va probablement pas mal parler aujourd'hui. Bien sûr. Entre autres projets. Et peut-être juste un petit message pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être fonctionnaire pour venir travailler dans la fonction publique. D'ailleurs, que ce soit au ministère chargé de la Santé ou moi aujourd'hui dans mes fonctions actuelles, la majeure partie des gens qui travaillent dans les fonctions numériques sont des contractuels. Et donc si un jour le public vous tente, si vous pensez que vous voulez contribuer à changer les choses, il n'y a pas forcément besoin de passer un concours pour y arriver. Vous pouvez vous y faire employer assez rapidement et assez facilement si vous pensez que vous pouvez faire changer les choses. Décidément, après la plateforme de recrutement pour la PHP, tu es vraiment un promoteur de la fonction publique et de l'action publique pour des personnes qui effectivement ne sont pas fonctionnaires. Mais ce n'est pas pour ça que tu as été invité, c'est pour effectivement nous parler de cette infrastructure de partage de données, CIDEP, que tu as esquissé, que tu as à peine évoqué, qu'on va pouvoir approfondir dans la partie 2, juste après le petit générique. Partie 2 sur l'infrastructure publique de partage de données. Donc là, avec toi, Raphaël, c'est CIDEP. Tu vas bien sûr nous expliquer de quoi il s'agit. Mais peut-être d'abord, le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on crée cette application? Quel est le besoin? Alors, 11 mai 2020, je ne sais pas si toi ça t'évoque ou ça évoque à certains auditeurs une date importante. En tout cas, pour nous, ça a été une date absolument fondatrice parce que c'est la date du premier déconfinement. Donc, vous vous souvenez que l'épidémie de Covid, elle arrive toute fin 2019, mais on se rend surtout compte qu'il y a un problème début 2020. Et donc, assez rapidement, il y a un confinement qui est décrété en France, avec des situations qu'on a tous connues, de rester chez soi, d'autorisation pour sortir. Et il y a le premier rayon de lumière
qui est on va déconfiner. Alors, on ne sait pas encore que c'est pour la première fois et qu'il y aura d'autres déconfinements, mais en tout cas, le premier déconfinement est annoncé pour le 11 mai 2020. Et donc ça, peut-être un petit rappel, ce qui est très important, c'est que le confinement, il était fait pour faire en sorte qu'il y ait moins de propagation du virus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une saturation dans les hôpitaux, justement, de malades qui arrivaient nombreux et pour lesquels il n'y avait pas forcément assez de place, avec donc potentiellement des pertes de chance. Et donc il y avait un vrai enjeu de ralentir l'épidémie pour faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à une saturation de l'offre hospitalière avec des pertes de chance pour les patients. Et donc le déconfinement était basé sur deux choses qui ont nécessité la construction d'une infrastructure publique de partage de données, SI-DEP, qui est le système d'information sur le dépistage. C'est que, on ne pouvait pas prendre des bonnes décisions si on n'avait pas des chiffres fiables pour savoir quelle est la situation et pouvoir s'adapter, y compris d'ailleurs à une maille géographique, parce que tu sais que dans certaines régions, on n'a pas toujours pris les mêmes décisions. On a dit parfois il y avait des restrictions qui s'appliquaient à certaines métropoles et pas à d'autres. Donc on avait vraiment besoin de chiffres, ne serait-ce que pour, en transparence, annoncer à la télévision le soir ce qu'on appelle le taux d'incidence, le taux de positivité, le taux de dépistage, qui étaient des indicateurs suivis au quotidien pendant l'épidémie. Et un deuxième besoin, c'est que le déconfinement du 11 mai, il est basé sur une stratégie, c'est qu'on va réussir à casser les chaînes de contamination, parce que dès qu'on va savoir que quelqu'un est positif, on va tout de suite le contacter pour lui dire de s'isoler, et on va tout de suite contacter ses proches pour leur dire à leur tour de s'isoler pour pas qu'ils aillent propager l'épidémie. Que ce soit des proches qui connaissaient ou des proches parce qu'ils ont partagé un même restaurant, parce qu'ils ont partagé un même ascenseur ou un même bus. Voilà. Et donc, on avait besoin d'une infrastructure pour faire ça parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de collecter les données pour avoir des chiffres fiables automatisés en temps réel. Et on n'avait pas d'autre moyen pour savoir presque en temps réel qui étaient les nouveaux positifs et pouvoir les appeler sur leur téléphone portable en leur disant « Ah, pas de chance, vous êtes positif. Est-ce que vous pouvez bien vous isoler tout de suite, rappeler les consignes et leur demander de lister les cas contacts pour permettre justement de les appeler dans la foulée. » Et donc, c'est vraiment un déconfinement du 11 mai qui a été en partie permis parce qu'on a réussi à construire cette infrastructure de données. Alors, pourquoi infrastructure ? C'est parce que c'est particulièrement complexe à monter parce qu'on réunissait des données qui émanaient de systèmes d'information très différents. Notamment, le Covid, on le dépistait dans les laboratoires. Des laboratoires, il y en a plusieurs milliers en France et ils ont plusieurs centaines de ce qu'on appelle instances informatiques, donc des systèmes de gestion de laboratoire dans lesquels ils stockent les résultats validés par les biologistes qui sont issus des automates qui ont travaillé sur les tests PCR ou les autres types de tests qu'on peut faire sur le Covid. Et donc, il a fallu quelque part construire une forme de concentrateur qui tissait des liens avec l'ensemble de ces instances, quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait jamais fait, et qui ensuite travaillait les données de manière à les restituer à un certain nombre de destinataires. Par exemple, ceux qui faisaient le contact tracing, ceux qui appelaient les patients positifs, mais également des organismes qui, chaque jour, étaient en charge de publier les données, le taux d'incidence de l'épidémie, par exemple. Et donc ça a été un travail très dur parce qu'on nous a demandé, ou on a proposé, on nous a confirmé l'importance de créer cette infrastructure quelque chose comme 4 ou 5 semaines avant ce fameux 11 mai. Et donc, on nous a un peu filé une carte blanche en disant c'est une cause nationale, en gros, il n'y a pas de limite, faites tout ce que vous pouvez, faut juste y arriver. Voilà. Et donc, on a monté cette infrastructure en quelques semaines, ce qui est absolument incroyable parce que d'habitude, ce genre de projet, quand ils réussissent, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, ils prennent parfois des années et des années. J'ai noté déjà 3 choses qu'il faut absolument que tu nous expliques. Alors, la perte de chance en hôpital, de quoi il s'agit. Deuxièmement, tu nous parles de la date du 11 mai et soit on vous l'a demandé, soit vous l'avez proposé. C'est vraiment intéressant cette petite nuance. C'est-à-dire que la date du 11 mai, elle a été fixée avec donc une sortie de crise, une sortie de confinement, avec ou sans vous en fait. Avec ou sans ce modèle, sans le SI-DEP, qui a permis de vraiment suivre de manière plus précise. Et enfin, troisième sujet, c'est est-ce que vous aviez des interactions avec d'autres pays européens qui avaient déjà réfléchi, travaillé sur ce genre de procédé, donc une inspiration un petit peu, est-ce que vous avez fait du benchmark ou en bon français du parangonnage? Alors, les pertes de chance pendant le Covid, c'est assez simple, c'est la saturation des capacités des unités de réanimation dans les hôpitaux. Si vous dépassez les capacités et qu'il y a des malades en plus, soit vous arrivez à les transférer ailleurs, ce qui a été fait pendant certaines phases de l'épidémie, avec
des dispositifs, y compris d'évacuation et de transfert dans des trains ou dans des avions. Hein. Et vous avez une perte de chance, évidemment, quand vous n'avez plus de place dans la structure qui doit vous accueillir. C'est évident que, y compris pour des problèmes de type respiratoire, qui sont ceux qu'avaient les patients atteints de Covid, et c'est une perte de chance évidente si vous ne pouvez pas être pris en charge dans un service de réanimation. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de nouvelles personnes qui arrivent aux hôpitaux dans des situations qui nécessitent une hospitalisation, en particulier dans les services de réanimation, parce que si on dépassait la saturation, on était dans une situation où les patients pouvaient moins bien être pris en charge. Les hôpitaux sont adaptés comme ils ont pu en créant des lits supplémentaires et des formes de prise en charge, mais il y avait un objectif d'essayer de limiter absolument la pression sur le système hospitalier. C'était un des grands enjeux. Ok, c'est vraiment ce terme de perte de chance, de bien le comprendre, le cerner. Donc il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de patients nouveaux qui arrivent dans les hôpitaux, du fait que les hôpitaux étaient déjà, à certaines périodes de l'épidémie, dans une forme de saturation en termes d'occupation des lits, notamment de réanimation. Ensuite, est-ce qu'on nous a consulté la partie numérique pour déterminer la date du 11 mai ? Absolument pas. Par contre, assez vite, lorsque la date est arrivée et que la stratégie est arrivée en disant on réouvre, mais on réouvre avec des dynamiques de pouvoir prendre des choix presque au jour le jour, y compris localisés sur des mesures de nouvelles restrictions partielles, et de baser cette stratégie sur le fait de casser les chaînes de contamination pour limiter justement la pression sur les hôpitaux, ça, on nous l'a très vite donné comme une contrainte où il fallait qu'il y ait des infrastructures numériques qui nous permettent de faire ça. Et quand je dis qu'on a proposé, ce qui est intéressant, c'est que le CIDEP n'est pas tellement arrivé parce que quelqu'un nous a dit il faut absolument construire cette infrastructure. Ça s'est construit un peu au fur et à mesure. Quand on a vu la tournure que la crise prenait, on a quelque part un peu proposé l'idée que ce genre d'infrastructure sera utile, voire nécessaire pour ces fonctionnalités-là. Et donc, le projet CIDEP, quand je disais qu'il a été fait en 6 semaines, alors le projet CIDEP, c'est un des systèmes de la galaxie des SI qui ont aidé pendant la crise. Et c'est plutôt quelque chose d'ailleurs qui a très bien marché, qui nous a fait beaucoup avancer, mais il n'y avait pas que CIDEP, il y avait tous anti-Covid, il y avait un système pour gérer la traçabilité des vaccinations quand elles sont arrivées 1 an plus tard, etc. Mais sur le système d'information de dépistage, qui a été construit en quelques semaines avant le 13 mai 2020, eh bien, on s'est dit, pour y arriver en 6 semaines, on n'a pas trop de choix. On ne va pas pouvoir redévelopper quelque chose. Donc, on a vraiment essayé de se dire, mais qu'est-ce qui existe qu'on pourrait réutiliser ? Et donc, on a trouvé, alors il se trouve que c'était d'ailleurs à la PHP, un candidat qui était un serveur de résultats qui existait à la PHP pour rendre des résultats, qui commençait d'ailleurs à être travaillé entre les différents CHU, entre eux, pour leur servir de plateforme pour, lorsque les CHU faisaient des tests sous des barnums à l'extérieur des hôpitaux, être un peu le SI qu'on mettait sur les tablettes des personnes qui étaient en charge de récolter les questionnaires auprès des personnes qui allaient se faire tester. Et quelque part, on a réussi à faire, entre guillemets, pivoter ce projet pour répondre donc à ces 2 grands enjeux, c'est concentrer les résultats de tous les laboratoires de France, publics ou privés, et pouvoir être en mesure de restituer à des gens qui allaient être chargés du contact tracing le numéro de téléphone et l'information que telle personne est détectée positive pour pouvoir l'appeler le plus rapidement possible. Ça, à cette époque-là, on n'a pas vraiment le temps de se coordonner avec les autres pays européens. Donc, on a malheureusement pas trop fait ça au démarrage. Donc, on était le nez dans le guidon, jour et nuit. On a mis l'ensemble des personnes autour de la table. Alors, l'ensemble des personnes, c'est-à-dire notamment ceux qui étaient le plus concernés par la production des données, c'est-à-dire les biologistes médicaux et leurs représentants, que ce soit les biologistes de ville et les biologistes hospitaliers. Et on a également surtout mis autour de la table leurs éditeurs de systèmes d'information, parce qu'on allait bien devoir brancher tout ce monde-là. Et donc, quand on dit qu'on a réutilisé l'existant, non seulement on a réutilisé un peu le système qui allait servir de coquille pour réceptionner tous ces résultats, on a choisi très vite le système de la PHP qui était un très bon candidat, parce qu'il existait déjà, il y avait déjà des serveurs, il était déjà développé, et on pouvait juste avec des paramétrages quelque part en faire quelque chose de fonctionnel. Mais le plus difficile, ça a été de créer les 400 tuyaux qui venaient de 400 laboratoires en France, sachant que malheureusement, on n'avait pas de modèle d'interopérabilité déployé partout. Donc, si vous le preniez en sortie du premier laboratoire ou en sortie du 7e laboratoire, ils ne savaient pas émettre les données de résultats sous le même format. Sous le même format, c'est quoi ? C'est genre comme le point JPEG, le point PNJ, ou c'est plutôt les informations sur le patient, on va avoir l'âge, le nom et l'identité carte vitale par exemple, et alors que l'autre, on aura 3 de plus et 2 de moins. C'est les deux. Alors, dans les termes techniques d'interopérabilité, on appelle ça l'interopérabilité technique et l'interopérabilité sémantique. Donc, il y avait les deux. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes où d'ailleurs tout le monde ne savait pas, en gros, produire les fichiers avec... pour simplifier la même extension, voilà, comme le JPG ou le fichier Word ou un fichier. Et puis, à l'intérieur même de ces fichiers,
il y a une manière de décrire le résultat, avec quelles terminologies sont utilisées, etc., qui n'était pas la même et qui n'avait pas été normalisée, standardisée. Alors que c'est un enjeu essentiel pour plein d'autres choses que la crise, et heureusement, on a progressé depuis. Et donc, on a fait tout un travail un peu en urgence de se dire, qu'est-ce que les systèmes actuels savent faire ? Et on a choisi une sorte de dénominateur commun en tolérant 3 formats d'interopérabilité différents. Et avec ça, à peu près tout le monde pouvait s'y retrouver. Et nous, derrière, on savait gérer en arrivée les 3 formats d'interopérabilité différents. Et donc ça, on a travaillé très vite avec les acteurs. On a aussi réussi à mettre très vite autour de la table les patients. Notamment, on avait un comité de coordination et de liaison qui s'est monté avec les représentants des patients. Parce que ça a été très vite vu qu'on va y revenir comme un projet un peu potentiellement Big Brother, parce que on centralisait les données sur quelque chose qui était assez sensible, puisque c'était les tests de positivité sur le Covid. Et donc, c'est passé notamment avec de vifs débats à l'Assemblée nationale. Et le traitement de données, donc le système d'information, a été même encadré par une loi, ce qui est un niveau particulièrement élevé par rapport à d'autres traitements qu'on peut être amené à faire dans le service public, ou parfois un simple arrêté ministériel ou même une simple inscription dans le registre RGPD du responsable de traitement peut suffire. Et donc, il y a eu des débats à l'Assemblée. Et d'ailleurs, il y a eu un cadre assez strict qui a été construit pour protéger et encadrer ce système d'information. Je vous donne juste un exemple. Le législateur a décidé d'avoir une durée de conservation des données de 3 mois uniquement. Ce qui est très faible par rapport à, par exemple, nous, dans les hôpitaux, on conserve les données dans les dossiers patients informatisés pendant 20 ans. Et là, c'est une période beaucoup plus courte qui nous a amené beaucoup de défis parce que il fallait organiser les mécanismes de suppression tous les 3 mois. Et puis, on s'est retrouvé dans beaucoup de situations. On avait besoin des données un peu plus anciennes que 3 mois. Et on s'est retrouvé à être d'ailleurs bien embêté. Je saisis la perche sur l'état Big Brother et sur le cadre législatif. Donc ça, pour mes auditeurs des autres podcasts, c'est quelque chose qui est plutôt familier. Et en même temps, c'était pas anodin, effectivement, que ce soit la loi qui définisse, comme tu l'as souligné, le cadre qui vous est imposé. Mais parce que si on se rappelle bien, le contexte à l'époque, c'est que tout le monde se réoriente, tout le monde travaille sur le Covid, comment en sortir. Et donc, la scène politique est omnibulée par ça, la scène scientifique est omnibulée par ça. Et c'est là aussi où vous travaillez donc avec carte blanche, mais comme le dit Laura dans son épisode, le bon sens reprenait un peu ses droits en situation de crise, et donc tout le monde était sur la même solution, la même sortie de crise, et donc contribuer volontairement à fond pour que l'infrastructure puisse se monter. Sur cette crainte de Big Brother, est-ce que vous, peut-être au sein de l'équipe, ou en tout cas vous avez eu des discussions profondes sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de mettre à disposition du politique ? Alors, ça, c'est sûr que c'était la grande cause nationale à ce moment-là, parce que tout le monde ne parlait que Covid. Et dès qu'on parle de créer une base centralisée, y compris avec des données de santé, il y a tout de suite beaucoup de passions qui se déchaînent. Mais pour monter une infrastructure en 6 semaines qui était en capacité de faire le service, c'était trop compliqué de construire des architectures fédérées où on laissait les données où elles étaient pour réussir à n'avoir que les résultats quelque part qui remontaient de manière centralisée. Donc, on a été obligé de centraliser les données un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'elles étaient produites. Les données donc des dépistages qui étaient effectués dans les laboratoires de biologie médicale. Et on s'est beaucoup posé, évidemment, dans l'équipe sur la manière dont on pouvait faire en sorte que les débats publics soient éclairés pour qu'on puisse réussir la constitution de cette infrastructure et quelles mesures de sécurisation on pouvait prendre. Donc, on a beaucoup travaillé justement dans la présentation de cette loi au Parlement. Alors, c'est devenu une loi parce que, d'abord, c'était le sujet politique du moment. Et d'autre part, dans les finalités de ce traitement de données, il y avait le fait de donner à des personnes qui n'étaient pas forcément des gens qui participaient à la prise en charge du patient, l'accès à une information de santé, le fait que vous, par exemple, avec votre numéro de portable, vous soyez positif pour que quelqu'un puisse vous appeler, qui n'était pas forcément quelqu'un qui vous avait participé à votre prise en charge. Donc ça, c'est une forme de dérogation au secret médical qui nécessitait d'être encadrée par la loi. Et la loi date de quand ? Eh ben, c'est une loi qui a été, je crois, promulguée les jours qui ont précédé le 11 mai. Okay. C'est-à-dire, je crois qu'elle a été validée le 9 ou le 10. Ça a été fait dans des calendriers absolument incroyables. On a beaucoup travaillé non seulement sur le plan technique, mais aussi pour la préparation, l'accompagnement du texte. Pour pas être surpris, en fait, c'est ça Surtout parce qu'on n'avait pas le droit de lancer un système d'information le 11 mai si on n'avait pas le cadre juridique qui nous le permettait. Et donc, il a fallu vraiment, en très très peu de temps, réussir à accompagner le fait qu'il y avait bien tout l'environnement juridique, que ce soit au niveau législatif, les décrets qui en découlaient. Et donc ça a été un gros travail. Après, dans l'équipe, on a beaucoup travaillé pour échanger
avec l'ensemble des acteurs, on l'a dit, les professionnels, les patients, pour expliquer pourquoi on le faisait. C'était pas une volonté de centralisation pour centraliser, pour expliquer les finalités, le besoin, pourquoi construire cette infrastructure publique de partage de données. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la sécurisation, évidemment, parce que c'était un des enjeux. Et donc, on a travaillé avec l'ANSSI, on a travaillé avec la CNIL. On a vraiment énormément travaillé les scénarios de risque et pour essayer de prendre toutes les mesures de sécurisation possibles pour les contrebalancer. Ce qui est très important peut-être sur cette étape Big Brother qui pourrait peut-être servir de leçon pour d'autres infrastructures publiques, c'est qu'à un moment donné, pour construire des infrastructures aussi sensibles, c'est compliqué de le faire quand c'est pas un organisme auprès duquel les gens ont confiance. Donc là, en l'occurrence, c'était le ministère de la Santé qui a confié à un acteur, en l'occurrence l'AP-HP, de réaliser cette infrastructure. Sur d'autres systèmes, c'était l'assurance maladie, dans le cadre du Covid, qui a construit les infrastructures numériques associées. Et c'est très important que les infrastructures publiques de partage de données soient portées par des acteurs de confiance qui, au-delà de la confiance, ont aussi une capacité à faire des projets en termes de système d'information qui est reconnue. C'est pas, par exemple, une jeune start-up qui se lance et qui part un peu dans l'inconnu sur un nouveau projet. Et qui est américaine ou russe ou chinoise. Et a fortiori, bien sûr, avec les enjeux d'hébergement des données qui, comme toujours, sont des éléments centraux dans l'ensemble de ces sujets de système d'information en santé. Et là, en l'occurrence, bien évidemment, toutes ces plateformes étaient hébergées en France avec, surtout, et c'est le plus important, encore une fois, une sécurisation qui a été vraiment travaillée à fond par l'ensemble des équipes. Voilà. Et alors, le 11 mai, le 13 mai, enfin cette période-là de l'année où le déconfinement a lieu, comment c'est accueilli, autant par les professionnels, aussi que par l'opinion publique? Est-ce que le pari est réussi? Alors, nous, le pari est réussi très vite d'un point de vue exhaustivité des résultats, parce que c'est ça notre objectif, c'est de pouvoir sortir des chiffres fiables chaque soir sur l'épidémie, et c'est de pouvoir contacter les personnes nouvellement positives pour faire le contact tracing. De ce point de vue-là, les objectifs sont atteints à la sortie. D'un point de vue accueil de l'opinion publique, d'abord, il y a eu des débats assez vifs à l'Assemblée sur ce sujet, dans lequel le ministre chargé de la Santé de l'époque, Olivier Véran, a défendu, avec un certain nombre d'autres parlementaires, l'intérêt de ce système qui n'était pas pour fliquer les gens, mais qui est au contraire pour permettre de créer les conditions d'un déconfinement réussi dans lequel on n'est pas obligé de reconfiner parce que l'épidémie serait redevenue galopante. On a essayé de beaucoup travailler sur la transparence de ce système en publiant beaucoup d'informations, une fois aux questions sur le site du ministère. Beaucoup de médias d'ailleurs nous ont questionnés à ce moment-là pour qu'on puisse leur apporter des précisions sur les données sont conservées combien de temps, c'est quel type de données, elles sont accessibles par qui, pourquoi faire, c'est quoi la sécurisation. Donc on a fait beaucoup de travaux de transparence et de communication aux médias. Après, les personnes, elles sont plus directement au fait de SIDEP parce qu'en fait, elles se mettent assez rapidement à recevoir des textos de SIDEP qui leur dit voilà votre résultat, on vous donne, ça a été un troisième usage qui est arrivé assez vite, votre passe sanitaire, ça on vous donne la preuve que vous avez été testé positif ou que vous avez été testé négatif. Parce que parfois, c'était important d'avoir une preuve de test positif pour pouvoir montrer qu'on avait déjà été contaminé une première fois. Et donc, a priori, à l'époque, on pensait qu'on ne pouvait pas forcément être contaminé tout de suite. Et donc, c'est une preuve de positivité à un moment donné ou une preuve de négativité, ce qui allait devenir quelques mois après aussi quelque chose qui était utile pour pouvoir rentrer dans certains lieux, de pouvoir dire oui, j'ai eu un test récent et je suis négatif. Donc, les personnes ont en fait vraiment plus connu l'infrastructure parce que l'infrastructure, elle s'est mise à leur envoyer, entre guillemets, des textos et permettre d'accéder à leurs résultats. C'est-à-dire de la même manière, quand vous allez dans un laboratoire faire vos résultats de test, vous recevez vos résultats parfois dans mon espace santé aujourd'hui, eh bien là, vous aviez le résultat de votre test très rapidement, qui était notamment véhiculé au travers de SIDEP. Donc il y a eu plutôt un relativement bon accueil. Au global, il n'y a pas eu plus de polémiques que ça. À l'époque, il y avait plus de polémiques sur l'autre application, qui était une application qui servait à faire du contact tracing physique, qui s'appelait Stop Covid, qui ensuite a été renommée Tous Anti-Covid, et qui servait justement à essayer de détecter avec qui vous avez été exposé par rapport au Bluetooth. Et celle-là a été particulièrement polémique. Donc SIDEP a globalement été plutôt bien accueilli. Et puis après, SIDEP a évolué parce que donc SIDEP, sa première vertu, c'était donc de pouvoir donner des chiffres fiables via les organismes comme Santé publique France qui les publiaient régulièrement. Sa deuxième vertu, c'était donc de pouvoir faire le contact tracing, donc d'appeler les personnes positives pour les inciter à rester chez elles et puis à donner leur liste de contacts pour que des gens puissent les appeler un à un, y compris des gens qu'on ne connaît pas bien, qui ont été dans un restaurant, dans un ascenseur, etc. Et puis après, SIDEP a été réutilisé quelque part. Et c'est ça qui est très intéressant sur les infrastructures publiques, c'est que parfois, on les construit pour une finalité donnée. Et en fait, ça crée une opportunité d'avoir une nouvelle finalité. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire à la légère. Créer une nouvelle finalité,
Ça a été une modification législative à chaque fois parce qu'on changeait le traitement. Donc, une nouvelle finalité, c'est pas un truc qui s'invente et qui se fait au détour d'une petite décision comme ça d'un coin de table. Mais par exemple, au moment où on a décidé de créer le pass sanitaire, il pouvait être vaccinal ou test, c'est-à-dire que vous pouviez avoir un pass sanitaire parce que vous étiez vacciné ou vous pouviez avoir un pass sanitaire justement parce que vous aviez eu un test positif il y a un certain temps ou au contraire un test négatif il n'y a pas très longtemps. Et donc, quelque part, SIDEP a été un système qui a permis de produire de manière beaucoup plus simple que si chaque laboratoire avait dû les éditer lui-même, un système avec une preuve de confiance, donc les fameux QR codes, qui étaient ensuite enregistrés dans l'application Tous Anti-Covid pour pouvoir présenter une forme de laissez-passer dans les zones où il y avait des restrictions, pas pour le plaisir d'avoir des restrictions et de restreindre les libertés publiques, mais sur lesquelles il y avait des enjeux de dynamique de l'épidémie qui faisaient qu'on voulait mettre des restrictions pour justement éviter encore une fois une pression épidémique trop forte et une saturation des hôpitaux. Il y a eu ensuite d'autres réutilisations comme par exemple la réutilisation pour la recherche, où ça a permis, en croisant les données par exemple de vaccination et les données de test, de savoir si effectivement les vaccinations permettaient ou pas de limiter la propagation de l'épidémie, en plus de limiter la gravité des hospitalisations des personnes qui étaient vaccinées. Donc ça, c'était une autre finalité qui était la finalité recherche. Et il y a une finalité sur laquelle je m'arrête 2 secondes parce qu'elle était très intéressante et au contact de la société civile, c'était la publication de ces données en open data. Alors, on parle bien évidemment pas des données nominatives, de dire que Madame Untel ou Monsieur Untel a été positif, testé le 14 août à 17h40, mais plutôt des données évidemment agrégées qui permettaient par exemple à des journalistes ou à des acteurs de la société civile de se réapproprier les données pour parfois faire des visualisations graphiques pour justement partager aux citoyens meilleures ou différentes à tout de moins que celles qui étaient faites de base par les autorités sanitaires en charge de la publication de ces résultats. Et donc, notamment, on a beaucoup travaillé avec Santé publique France à échanger avec des data scientists ou des journalistes qui étaient spécialisés dans la data visualisation pour leur expliquer comment on comptait mettre à disposition les données en open data. Ils nous ont fait un certain nombre de retours. On a beaucoup échangé parce qu'il y avait des questions, par exemple, un truc très bête, mais c'est sur est-ce que la date que vous remontez pour un test positif, c'est la date du jour du prélèvement ou la date du jour du résultat ? Sur une question méthodologique assez bête comme celle-là, parfois il y a eu des micmacs de compréhension, de chiffres qui n'étaient pas synchrones entre les différents acteurs, qui étaient très importants à travailler avec ces acteurs. Donc on a réuni un petit comité où il y avait une quinzaine de personnes qui se connectaient par des outils de visioconférence pour dialoguer avec nous en disant « mais là, franchement, vous abusez, vous nous avez toujours pas donné à disposition les données à la maille de la commune. » Et on disait « oui, mais la CNIL nous dit que si on met à disposition des données à une maille trop petite, ça peut potentiellement créer des données qui sont indirectement identifiantes. » Et donc, on a beaucoup travaillé avec les acteurs de la société civile sur ces sujets. Et ça a d'ailleurs permis d'avoir une forte créativité de leur part sur les outils qu'ils en faisaient et d'améliorer le système. Et d'améliorer, in fine, la transparence sur l'épidémie, qui a été très salutaire, parce que grâce aussi à ces acteurs, qui n'étaient pas des acteurs institutionnels, il y a eu une meilleure diffusion de l'ensemble des statistiques de l'épidémie en France entière. Voilà. Tu as cité Santé publique France, mais tu pensais à quel créateur de contenu, quel data analyst avec qui vous avez vraiment beaucoup travaillé ? On avait un petit groupe d'une quinzaine, parfois des journalistes spécialisés dans les données qui travaillent dans certaines rédactions de certains journaux, mais également, entre guillemets, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais un peu des développeurs dans leur garage. Par exemple, un d'entre eux est devenu assez célèbre parce que c'est celui peut-être qui a fait les réutilisations graphiques qui ont eu le plus de succès, qui s'appelle Guillaume Rosier. Et Guillaume Rosier, ensuite, qui s'est encore plus investi, d'ailleurs, grâce à ça, dans le suivi de l'épidémie. Il a même créé après un autre outil numérique que ces visualisations de données qui était, je crois, Vitmadose, qui a permis de mettre en relation un certain nombre d'acteurs pour accélérer le fait de pouvoir trouver des rendez-vous pour les vaccins en utilisant les différentes plateformes de rendez-vous en ligne qui pouvaient exister en France. Et depuis, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers d'histoires qui commencent comme ça par une simple réunion entre de l'administration et des acteurs de la société civile, parfois ça a conduit à aussi des chemins de carrière. Et par exemple, Guillaume Rosier, qui était un de nos principaux réutilisateurs des données de SIDEP pendant l'épidémie, est devenu conseiller numérique à la présidence de la République. Donc alors, je ne sais pas si ça se serait pas fait sans ça, mais en tout cas, ça a été une des premières méthodes qui a donné une visibilité nationale à Guillaume Rosier et qui a permis d'être en contact étroit entre Guillaume Rosier et l'administration publique française. Anecdote qui donnera beaucoup de motivation sans doute à des personnes qui, à côté de l'administration, travaillent, contribuent aussi à l'intérêt général et qui derrière la rejoignent. Mais ça montre aussi effectivement comment l'administration peut s'appuyer sur des personnes de la société civile. D'accord, et je voulais te poser une question sur les évolutions de SIDEP, les différentes V2, V3, V4, mais
de ce que je comprends, ça correspond à l'élargissement des finalités, de la reconfiguration de cette application au gré des évolutions. Mais ça me fait penser à une autre question qui est le nombre de personnes dans votre équipe. Vous étiez combien? Donc il y avait Laura, Dominique Pont, toi, vous étiez combien? Comment s'était structurée un peu cette équipe? Alors peut-être pour te répondre d'abord sur l'évolution, sur les finalités. Donc on est parti encore une fois de 2 finalités initiales. En gros, compter les cas positifs et pouvoir faire le contact tracing. On a enrichi avec la capacité de produire donc des passes sanitaires de tests. Ensuite, il y a eu quand même une énorme évolution, c'est qu'à un moment donné, les tests Covid, c'était plus que dans les laboratoires de biologie médicale. Il y a eu des tests antigéniques qui se sont faits en pharmacie. Donc en novembre 2020, on a eu un énorme travail de savoir, après avoir géré plusieurs milliers de laboratoires, comment on attaquait le sujet des 22 000 pharmacies d'officine dans lesquelles il y avait commencé à avoir des tests antigéniques. Et de plus en plus de citoyens allaient faire des tests antigéniques en pharmacie, voire des autotests, plutôt que de faire des tests en laboratoire de biologie médicale, ou à minima, ils faisaient en première intention des tests en pharmacie avant d'aller confirmer ça dans un laboratoire de biologie médicale. Cette dichotomie pharmacie-laboratoire, ça correspondait aux tests PCR et les tests un peu plus simples en pharmacie qui étaient plus rapides. Exactement. Donc en laboratoire de biologie médicale, c'était des tests PCR, et en pharmacie, c'était des tests qu'on appelle antigéniques, qui ne sont pas basés sur la même technologie, qui sont plus simples, entre guillemets un peu moins fiable, même si ça a été très discuté. Et en tout cas, la logique, dans un premier temps, c'était plutôt d'avoir un test antigénique en pharmacie et puis après d'aller faire confirmer les choses par un test PCR en laboratoire de biologie médicale. Ensuite, donc ça a été une grosse évolution du système en octobre. Donc, une infrastructure publique de partage de données, ça évolue potentiellement en termes de finalité. Ça évolue parce qu'il y a un contexte qui évolue. Par exemple, l'arrivée des tests antigéniques, on fait pas mieux. Et puis après, il y a eu, tu t'en souviens peut-être, toute la question des variants. Et donc, il y a eu un gros sujet de savoir comment est-ce que, indépendamment de pouvoir compter combien de cas positifs on avait un mois, une semaine donnée sur un bassin de population, de savoir quels étaient les variants et les clades, ça s'appelle comme ça, qui étaient concernés. Et donc ça a été un enfer en termes d'interopérabilité, par exemple, en se disant, mais oulala, comment l'information sur les variants, qui c'est qui peut la produire? Est-ce que c'est tous les laboratoires de biologie médicale ou est-ce que c'est des laboratoires de référence? Et ensuite, comment la faire monter dans l'infrastructure? Donc ça a aussi été très difficile. Donc, plein de nouveaux usages au fur et à mesure de la vie de ce système d'information. Et au global, en 4 ans, entre le 11 mai 2020 et la fermeture du système, qui est assez récente, 4 ans après, il y a 400 millions de tests qui ont été concentrés dans l'infrastructure. Et donc ça, je vous laisse imaginer le défi informatique que ça peut représenter. Et y compris certains mois, en pic, il y avait plus de 50 millions de tests qui ont été faits quand il y a eu vraiment une politique de dépistage particulièrement intense. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. Comment tu gères 50 millions en pic? Est-ce que dès le départ, les infrastructures de stockage, de traitement permettent d'accueillir ce flux-là? Je pense qu'on a tous des exemples d'infrastructures qui sont en crash quand il y a trop de demandes d'un coup. Est-ce que vous avez eu ce droit à l'erreur sur cet aspect-là? Alors, quand on est une des infrastructures qui est dans l'œil du cyclone et que tout le monde regarde, évidemment, on n'a pas trop le droit à l'erreur, mais ça n'empêche pas que c'est difficile. Et bien évidemment, les infrastructures qu'on construit au début, elles sont rarement adaptées parce qu'on ne sait pas exactement où on va. Donc en fait, le 11 mai, on n'avait aucune idée que l'infrastructure allait durer 4 ans et qu'on allait concentrer 400 millions de tests et qu'en octobre, il fallait connecter les pharmacies. D'ailleurs, si on avait dit ça aux équipes projet, je ne sais pas si ça ne les aurait pas découragés de savoir que le périmètre allait évoluer tant que ça. Non, donc c'est une histoire d'évolution continue. Par exemple, quand on a un mois où on sait que les volumes vont monter, si on arrive à avoir un petit peu d'anticipation, eh bien, on peut se permettre de, par exemple, multiplier les canaux pour faire en sorte que ce soit pas un seul tuyau, mais qu'on ait une dizaine de tuyaux en parallèle pour gérer le flux. Et puis de la même manière, par exemple, on avait mis un portail pour que les biologistes ou les pharmaciens puissent aller remplir à la mano un test si jamais leur système n'était pas encore connecté par un tuyau. Là, on s'est retrouvé avec potentiellement beaucoup de visites. Et donc, comme tous les sites, on a essayé de travailler sur des systèmes, par exemple, de file d'attente pour faire en sorte que au moins il y ait une sorte de régulation plutôt que le site soit indisponible pour tout le monde parce qu'il y a trop de connexions. Et pour revenir sur ta question sur les équipes, donc il y a eu une grande décision qui était de confier cette infrastructure à la PHP. Donc le ministère a dit, il y a un acteur qui est la PHP qui sait construire des systèmes d'information et qui par ailleurs a déjà un système d'information qui, grosso modo, en ajustant certains paramétrages, peut commencer à donner vie au futur système d'information dont on avait besoin, SIDEP, en quelques semaines. Et donc, au niveau du ministère, on était une petite équipe de 2-3 personnes à superviser cette infrastructure. On faisait beaucoup le lien avec nos collègues, notamment de la Direction Générale de la Santé, qui a in fine repris d'ailleurs l'infrastructure
pour la partie métier, parce que c'était eux qui étaient aux manettes de la gestion de la crise sanitaire. Également, par exemple, la direction des affaires juridiques qui nous aidait beaucoup, parce que quand il s'agit d'aller défendre devant le Conseil d'État le décret qui actualise le fait qu'on rajoute une finalité ou qu'on rajoute le fait qu'on va noter les variants dans CIDEB, il faut qu'on se fasse aussi accompagner par d'autres équipes. Donc, c'était un travail collectif. Mais la majorité des équipes, elles étaient vraiment à la PHP et surtout chez les partenaires industriels qui se sont tous fédérés sur ce projet, notamment, par exemple, les éditeurs des grands groupes et systèmes d'information de laboratoire, mais aussi certaines sociétés qui nous ont accompagnés dans la réalisation du projet et son déploiement. Et donc, au global, on était potentiellement en pic à plusieurs centaines de personnes dans le collectif. Et je me souviens, on animait des comités de pilotage quotidiens, et c'est des réunions où il pouvait y avoir parfois presque une centaine de personnes. Mais c'est aussi la nécessité de bien partager l'information très collectivement pour créer une dynamique collective, que tout le monde se dise oui, je suis un acteur de ce projet, c'est un sujet qui est extrêmement important pour la nation, donc je m'y engage. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu une conjonction des astres qui était incroyable pour réussir à faire ça. Après, ça fait aussi le lien avec qu'est-ce qui fait qu'une infrastructure de données publique peut réussir. On a essayé de mettre tous les astres avec nous. Et donc évidemment, il y avait l'astre de la motivation générale, tout le monde ne parlait que Covid, et on s'est dit, il faut absolument qu'on réussisse à faire ça parce qu'on en a besoin pour ces besoins-là. Et donc ça, on a réussi à mettre tout le monde au diapason sur le fait que c'était la chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc ça, c'est très important, et c'est une capacité d'alignement des acteurs qui passe par de la pédagogie, de l'explication, de pourquoi on le fait, et d'essayer de se mettre tous ensemble autour de la table, pas toujours d'accord au début, pour essayer d'arriver aux mêmes solutions et qu'on s'y embarque tous. Mais il y a aussi des actions qui sont fortes avec, par exemple, des enjeux financiers. On a d'abord imposé un certain nombre de choses, y compris par la réglementation. Par exemple, pour les laboratoires, c'était devenu obligatoire d'alimenter l'infrastructure au sens réglementaire. On a créé des systèmes à la fois de carottes et de bâtons, notamment, par exemple, des systèmes où les PCR n'étaient pas remboursés au laboratoire si les données n'étaient pas envoyées dans l'infrastructure centrale. Il y a eu des systèmes d'incitation où il y a eu un petit forfait supplémentaire qui était accordé, en plus du remboursement des PCR au laboratoire, si jamais la saisie absolument exhaustive des données entourant le test était bien réalisée. Et dans les temps, peut-être, était faite rapidement. Il y a eu pour la première fois, d'ailleurs, parce qu'à travers ce genre de crise ou ce genre de projet, on innove, des mécanismes d'ailleurs de bonus-malus qui ont été mis en place à un certain moment en disant si vous rendez le résultat au moins X temps à l'infrastructure nationale après la date du prélèvement, eh bien à ce moment-là, vous pourrez toucher plus, etc. Donc on a créé des systèmes d'incitation et des systèmes de désincitation à ne pas jouer le jeu. Et ça, c'est important de jouer sur tous les plans, c'est-à-dire le plan réglementaire, le plan des incitations financières, le plan de l'accompagnement, du déploiement de la communication. Parce que si vous ne faites pas l'ensemble de ces trucs-là, généralement, le projet ne marche pas. Et le projet ne marche pas tellement parce qu'il y a un crash informatique mais le projet ne marche pas parce que c'est pas utilisé, parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à déployer, l'usage ne se crée pas. Et c'est ça notamment qui s'était passé. Il y avait une tentative par Santé publique France avant de créer une sorte de système un peu équivalent qui s'appelait 3 labos, qui était de remonter les données de certains labos. À l'époque, c'était pas pour le Covid, mais sur certaines pathologies, pour faire de la surveillance épidémiologique. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas réussi parce qu'on n'y avait pas mis assez d'énergie. Peut-être que Santé publique France était peut-être pas le mieux placé pour porter ce type de projet. Ça aurait eu plus de poids si c'était le ministère qui s'était mouillé à créer cette infrastructure lui-même, quitte à déléguer un certain nombre d'actions derrière la Santé publique France. Peut-être qu'il n'y avait pas eu les incitations financières, peut-être qu'il n'y avait pas eu une réglementation qui allait suffisamment loin, peut-être qu'il n'y avait pas eu tout ce travail collaboratif sur les normes d'interopérabilité pour faire en sorte que ce soit assez facile d'embarquer les éditeurs en disant mais vous n'êtes pas obligé de redévelopper tout votre système, on va essayer de se débrouiller avec ce que vous avez aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces astres qui étaient alignés qui nous a permis de créer cette infrastructure publique qui a vécu donc sa belle vie puisqu'elle s'est terminée là, il y a quelques mois. Voilà. Et alors, est-ce que tu as versé une petite larme quand cette infrastructure s'est terminée, a été supprimée? Et peut-être du coup, qu'est-ce que le ministère en a tiré comme conclusion? Bien sûr, il y a Laura et ce pourquoi tous ces intervenants sur ce podcast ont travaillé, collaboré sur le rapport des infrastructures de partage de données, le plaidoyer sur les grandes oubliées. Bon voilà, c'est inversé, mais on me pardonnera. Qu'est-ce qu'on en a retiré? Alors, est-ce que j'ai versé une petite larme? Alors, je sais qu'il y a eu des moments difficiles pendant le projet, mais non, j'ai pas versé de petites larmes à la fin de l'infrastructure. Mais on a essayé de marquer le coup en publiant un communiqué de presse à la PHP pour marquer le coup et donner quelques chiffres, là, les fameux 400 millions de tests qui ont été concentrés pendant les 4 ans de vie du projet. D'abord, le système, la Direction générale de la santé, la délégation numérique aux santé, travaille à c'est quoi le système de demain, notamment pour s'il y avait de nouvelles crises,
pour essayer de se dire qu'on ne doit pas tout remonter en urgence, mais plutôt d'essayer de nous dire que ça coûtera potentiellement moins cher et ce sera probablement mieux fait si on a déjà un cadre technique et juridique préexistant aux crises. Et que par ailleurs, c'était aussi des outils qui permettraient peut-être de nous aider à détecter un peu mieux des crises potentiellement émergentes sur le plan sanitaire. En tout cas, je parle pour les choses qu'on peut trouver à partir des tests de dépistage en biologie. Et donc ça, c'est l'objectif d'une infrastructure qui va succéder à CIDEP, qui s'appelle LaboSI, et qui a vocation à justement faire ça, être activable en temps de crise et entre guillemets en temps de paix, pouvoir assurer une forme de surveillance épidémiologique plus poussée que ce qu'on avait comme outil à disposition jusqu'alors. Mais LaboSI, ça serait quelque chose qui serait que interne, qui serait entre l'administration, l'État et les laboratoires. Il n'y aurait pas ce côté visible pour l'usager, si ? Si, potentiellement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que par exemple en crise, s'il y a besoin de générer des passes sanitaires, envoyer des alertes aux patients, qu'il y ait des modules qui puissent, entre guillemets, aussi concerner les patients. Non, donc c'est assez similaire, si ce n'est que ce serait sur un champ plus étendu. Je crois que le traitement de données a été officiellement créé et le projet se poursuit en termes de déploiement, même s'il y a des discussions entre les laboratoires et la puissance publique sur la manière et les conditions dans lesquelles ça peut se passer. Ce qui est important, au-delà de juste cette infrastructure sur les données de biologie et les données de dépistage, entre guillemets, parce que là, on parle d'une infrastructure sur ce domaine-là, mais qui est comme un domaine très important dans le domaine de la santé, dans le domaine des crises potentielles et de la surveillance épidémiologique. Ça nous a montré, ce projet CIDEP, qu'en se mettant tous ensemble, en alignant tous les astres, alors c'est difficile d'aligner les astres, il faut de l'argent, il faut que tout le monde dégage du temps et arrête de faire ce qu'il faisait avant pour ne faire qu'une seule chose, plutôt que de faire 50 priorités à la fois, un engagement des acteurs parce que c'est une grande cause, communiquer avec l'ensemble de l'écosystème, y compris les patients, etc. Eh bien, en fait, on peut le faire. Je donne un exemple. Pendant des années, on a essayé de construire le dossier médical partagé qui a pris plus qu'une nouvelle dynamique, une vraie même réussite à travers mon espace santé ces dernières années, mais ça avait galéré pendant des années. Là, on a démontré qu'on arrivait à faire ce type d'infrastructure en 6 semaines. Et le simple fait de se dire « Waouh, ça a été fait », c'est extrêmement fort. Parce que ça veut dire « ça a été fait, on a un précédent ». Donc on a plein d'enseignements sur les normes d'interopérabilité, sur la manière de construire le système, sur la manière de prévoir les enjeux de performance, sur la manière d'associer les patients, etc. Mais surtout, on se dit « on l'a fait ». On n'est pas condamné à des échecs. Ces infrastructures publiques de partage de données, ça peut réussir si on s'en donne les moyens, si on veut le faire. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux du monde. C'est ça qui va nous permettre demain d'embrayer, j'espère, sur la création de nouvelles infrastructures de ce type dans différents domaines pour pouvoir justement simplifier la vie des gens, améliorer nos politiques publiques, faire en sorte de gagner de l'argent, à ne pas recréer, ressaisir N fois des données quand on peut se les partager entre différents acteurs publics, privés, institutionnels, associatifs, etc., dans un cadre maîtrisé. Et donc, le principal enseignement, c'est de dire « Waouh, on l'a fait une fois, on va pouvoir le refaire ». Et ça, c'est très beau. Après, il y a plein de plus petits enseignements. On a créé des liens et des dynamiques qui sont essentiels pour le futur. Par exemple, avec les biologistes, par exemple, avec les éditeurs des systèmes d'information des biologistes. Par ailleurs, sur la méthode, où l'État pouvait, dans certaines situations, se mettre dans une position où il négociait directement avec les éditeurs, même si les clients des éditeurs, c'était les acteurs de santé, donc hôpitaux, biologistes, etc., et qu'on pouvait construire certaines choses dans une relation un peu nouvelle. Et ça a été l'occasion de lancer ce qu'on appelle le Ségur du numérique. On s'est dit qu'on allait pouvoir faire progresser plus vite le partage fluide et sécurisé des données de santé grâce à une intervention un peu plus directe de l'État auprès des éditeurs. Donc on en a tiré beaucoup de leçons, mais la leçon principale, c'est vraiment on peut le faire, on peut le refaire. Voilà. À t'entendre parler, j'ai l'impression que j'ai Laura aussi en face de moi, puisque mais en même temps c'est normal, vous étiez dans la même équipe sur le projet CIDEP, puisque c'est bien sûr la démarche entreprise pour laquelle aussi tu as participé, qui est de proposer un cadre pour que les acteurs puissent s'en emparer à leur niveau, dans les collectivités, dans l'hôpital et dans l'État bien sûr, et peut-être même certains exemples pour l'étranger. On va pouvoir basculer sur la partie 3 maintenant, sur les conseils que tu peux donner à nos auditeurs. Partie 3 sur les conseils pour les auditeurs. Bien sûr, première question, un objet, une œuvre d'art, un film, un livre qui pour toi représente bien ce qu'est la fonction publique ou ton quotidien. Alors,
je commencerai par un film qui... alors, je sais pas si c'est pas trop mon quotidien, mais je commencerai par un film qui m'a marqué sur la fonction publique, qui est un film qui s'appelle Burning Days, qui est un film turc qui est sorti il y a 2 ans, je crois, où c'est l'histoire d'un jeune procureur qui se retrouve à prendre un 2e ou un 3e poste dans une ville où il y a des problèmes de corruption autour des systèmes d'eau, d'alimentation en eau. Je trouve que c'est un livre qui est très intéressant sur parfois la solitude qu'on peut avoir dans une position publique face à des choses extrêmement oppressantes et difficiles, et comment on va puiser en soi des capacités de résilience pour justement faire face à ces situations et essayer de sortir de manière honorable pour soi et surtout pour la politique publique et les citoyens qu'on est censé défendre en bout de course. Je conseillerais aussi un livre pour ceux qui ont du mal parfois à appréhender les questions de décision. Il y a un bouquin couverture rouge de l'ancien président de l'université Pierre et Marie Curie qui s'appelle Jean-Charles Pomerol, qui s'appelle Décision et action. J'étais tombé là-dessus quand j'étais dans mes études, et je trouve que c'est une manière de théoriser un petit peu les choix en faisant, en gros, pour simplifier, des tableaux en disant voilà les différentes alternatives, voilà les côtés positifs, voilà les côtés négatifs, mais pour se donner un peu des méthodes pour aider à la décision, pour se dire, d'abord évidemment pour prendre les meilleures décisions, mais aussi pour pouvoir mieux les expliquer aux autres, parce que c'est les seules décisions qui marchent vraiment, c'est quand on arrive à embarquer les autres avec. Et je trouve que ce livre est quelque chose qui nous permet de le faire. Et puis, c'est un peu plus d'actualité, mais je conseille évidemment le film L'exercice de l'État, qui permet d'avoir un petit peu comme la BD sur le ministère des Affaires étrangères avec Villepin, qui est un peu pour montrer comment ça se passe dans les sphères des ministères et des administrations centrales. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder un peu comment ça se passe avant de se lancer dans ce type de carrière. Merci pour ces 3 références. Je mettrai les références en description. Et bien sûr, pour l'exercice de l'État que j'ai déjà pu évoquer avec des invités, notamment Adrien Lehmann à la Banque de France sur la saison 1, où on avait évoqué ce film, qui est vraiment un classique, avec Quai d'Orsay, évidemment, magnifiquement joué, et aussi dans le sens représentatif de la réalité du quotidien, et salué, je crois, par quasiment tous les fonctionnaires qui ont pu... être dans ce milieu-là des cabinets ministériels. Alors sinon, une situation à laquelle tu as fait face, ou tu étais en difficulté, ça peut être le CIDEP, puisque je pense que tu as dû en avoir 2-3 situations un peu compliquées, mais surtout une situation où tu étais en difficulté et tu aurais aimé avoir un conseil en amont pour pouvoir mieux gérer cette situation, et bien sûr, conseil qu'on peut transmettre pour nos éditeurs. Alors, CIDEP, par exemple, il y a eu des situations, c'était des semaines où on dormait pas beaucoup, parce qu'il fallait sortir l'infrastructure en 5 semaines, c'était suivi par tout le monde. Et quand vous êtes un peu aux manettes d'une grande communauté de personnes qui travaillent sur ce projet, et que mais parfois vous n'arrivez pas forcément à toutes les étapes à trouver le chemin qui va vous mener à l'arrivée, vous êtes face à des problèmes où vous dites on ne sait pas comment résoudre ce problème et on ne sait pas comment on va faire. Et on a beaucoup réfléchi, mais on ne trouve pas quoi. Et pourtant, il faut quand même y arriver. C'est dur, c'est pas mal de pression. Et donc, c'est toujours utile d'avoir quelques sas de décompression, des proches qui vous aident quand vous-même, vous êtes un peu affecté par ce genre de situation. Il y a beaucoup de pression, il faut réussir, mais vous n'avez pas toujours la baguette magique qui fait que tout se résout d'un coup. Je pense qu'à certaines étapes, on a dû prendre souvent des décisions assez difficiles. Je prends par exemple... il a fallu à un moment donné se dire on veut connecter les 22 000 pharmacies. On ne sait pas comment les professionnels vont pouvoir se connecter simplement parce qu'on n'allait pas distribuer 22 000 logins mots de passe à des pharmaciens. Et donc, il a fallu choisir à un moment donné un système qui n'était pas très utilisé encore, qui s'appelle ProSanté Connect, qui permet aux professionnels de se connecter et qui n'était pas encore vraiment utilisé. Et à un moment, il faut faire un pari en se disant OK, j'ai un certain nombre d'éléments qui me font penser que ça peut marcher. J'en suis pas 100% sûr, mais il faut se lancer, il faut croire à une solution et il faut y aller. Il faut lui donner sa chance, quoi. Et donc, à un moment, il y a aussi, dans ces rôles-là, des éléments de prise de décision, aussi un peu de prise de risque. Et dans ces situations-là, moi, par exemple, non seulement j'aurais bien aimé que le numérique soit plus développé dans le secteur public et qu'on ait déjà des infrastructures où on se pose pas la question de dire oui, les professionnels, s'ils doivent se connecter sur un portail, ils utilisent ce truc-là, c'est bon, c'est déjà derrière nous. Là, c'était pas encore le cas. Donc, on était un peu dans l'inconnu. Et j'aurais bien aimé, évidemment, qu'il y ait par exemple d'autres acteurs, qui soient fonctionnaires ou non, mais qui aient réussi déjà des transformations publiques d'envergure ou ce type de grandes infrastructures publiques de partage de données, pouvoir me donner 1 ou 2 heures de conseils par jour ou toutes les semaines, y compris pendant cette période difficile, avec un regard un peu neutre et extérieur, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils ne participent pas du tout au projet ou à la comitologie, la gouvernance, mais vraiment qu'ils puissent, en one-to-one, dans un café, dire là, t'en es là, est-ce que tu as essayé plutôt d'approcher le problème un peu d'une autre méthode ? Je trouve qu'on le faisait un petit peu, ce côté, se passer la balle
pour pouvoir améliorer nos décisions, nos idées entre les acteurs du projet, mais d'avoir un peu un système de coaching de certains qui ont déjà monté des plateformes publiques de partage de données aurait, je pense, été utile. Est-ce que vous allez accompagner avec ce rapport la constitution d'un groupe de mentors, justement, ou de points de référence pour d'autres personnes qui voudraient, eux, lancer à leur tour leur infrastructure ? Je pense qu'en fait, quand on est dans ce milieu-là, il faut aussi se renseigner sur qui a fait quoi avant. C'est-à-dire qu'on travaille aussi par la demande et pas que par l'offre. C'est-à-dire qu'à chacun d'écouter, par exemple, les podcasts disponibles, de regarder qui c'est qui a construit les infrastructures publiques de partage de données qui marchent, pour aller se renseigner et prendre des conseils. Je pense que c'est pas toujours à celui qui a fait d'offrir ses services, c'est aussi à celui qui en a besoin d'aller trouver les gens auxquels ils peuvent les demander. Après, ce serait très utile qu'il y ait des communautés qui se mettent en place. Je pense qu'elles devraient pouvoir être mises en place par ceux qui ont en charge la politique transversale de développement du numérique et des infrastructures de partage de données publiques dans l'État, dans les collectivités, dans les hôpitaux. Et donc, il faut que demain, par exemple, la DINUM ou le ministère de la Transformation publique arrive à créer ces communautés et peut-être une politique RH un peu plus soutenue sur justement ces transformateurs publics autour des infrastructures publiques de partage de données. Je pense que ce serait très utile. Mais en attendant, il y a un peu des clubs informels et l'objectif, c'est aussi c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de repartager les expériences pour que ça puisse bénéficier à d'autres. Une politique RH, bien sûr, attractive pour les personnes spécialistes du numérique ou en tout cas filière ingénieur qui correspondent un petit peu à ton cas. Est-ce que tu as eu d'autres situations difficiles au cours de ta carrière ? Toujours sur CIDEP, on a eu malheureusement en 2021 un événement qui a un fichier qui avait été extrait de CIDEP, qui a été envoyé d'une administration à une autre par un outil de partage sécurisé. Et malheureusement, cet outil de partage sécurisé, sans rentrer dans les détails techniques, avait une faille de sécurité qui fait qu'il y a eu un accès et une fuite d'un fichier extrait de CIDEP. C'est-à-dire, c'est pas CIDEP qui a été cyberattaqué, mais c'est quelque part l'outil de transfert de fichiers sur lequel malheureusement ce fichier était resté. Donc il y a eu une fuite de données importante qui a eu lieu en 2021, mais sur des données qui dataient d'un an avant, de 2020, principalement sur des patients d'ailleurs franciliens. Et ça a été évidemment quelque chose de très difficile parce que ça, c'est typiquement malgré tout ce qu'on a fait pour sécuriser, pour travailler, pour construire la confiance, c'est malheureusement le cas dans le domaine de la cyber. Parfois, l'incident arrive. Et là, donc, ça a été très dur parce que ça a été le branle-bas de combat de se dire comment on organise le fait de prévenir les patients concernés, comment on communique en externe, est-ce qu'on arrive à lancer les procédures judiciaires pour permettre d'essayer de faire en sorte d'attraper ceux qui sont à l'origine de ces faits-là. Et tout revérifier aussi. Tout revérifier, aussi bête que comprendre combien de patients sont concernés par la fuite de données. Donc tout ça, ça a été évidemment très dur. Et quand on a ce type de choses, on est évidemment, on a tendance à se remettre personnellement en question en se disant ah zut, j'ai défailli, j'ai pas assez bien protégé, etc. Alors qu'en fait, il faut essayer plutôt d'aborder les choses en disant non, j'ai au contraire essayé de vraiment très bien sécuriser mon système. Malheureusement, il y a cet événement qui est arrivé. Bon, dont acte. Comment est-ce que je mets toute mon énergie au service de d'abord gérer le problème du mieux que je peux, et ensuite, pour ensuite en tirer les meilleurs retours d'expérience pour s'améliorer pour demain, pour d'autres systèmes. Donc ça a été assez dur, mais il faut se préparer quand on est dans l'administration, par exemple dans les systèmes d'information hospitaliers, où chaque semaine, il y a des hôpitaux qui se font cyberattaquer. Et par exemple, il y a quelques temps, il y a eu, je crois, des cliniques dans l'ouest de la France qui ont malheureusement été touchées. Donc il faut se préparer dans ces situations à vivre des crises dans le cadre de son exercice professionnel. Et les crises, c'est un métier, il faut s'y préparer et il faut essayer d'en tirer aussi le meilleur quand elles arrivent pour d'abord soi-même ne pas flancher et puis construire et arriver à en sortir du positif. Expérience malheureuse, mais à relativiser d'un point de vue du projet dans son ensemble, du projet global. On arrive à la fin de cet épisode sur CIDEP, la crise sanitaire. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de conclure ? Le mot de la fin, c'est je pense que CIDEP a été un bon exemple parmi la quinzaine d'outils numériques très importants pendant la crise sanitaire qui nous montrent que les infrastructures publiques de partage de données sont extrêmement importantes. Et surtout, elles sont promises à un beau futur parce qu'on a réussi à montrer que c'était des investissements importants, mais des investissements qui pouvaient nous rapporter énormément sur le plan métier et surtout des investissements qui pouvaient réussir. Parce qu'on arrive à mener ces projets si on aligne tous les axes et qu'en termes de méthode, on travaille à faire en sorte de respecter l'ensemble des enjeux qui font que ce type de projet peut être une réussite. Et peut-être aussi un message au-delà de ces infrastructures, c'est pour tous ceux qui nous écoutent qui sont soit dans la fonction publique ou qui ont envie d'y rentrer, que ce soit encore une fois des contractuels ou des fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui c'est possible de travailler dans le public dans les deux cas.
eh bien, c'est l'importance de prendre des risques et de croire à un projet. C'est-à-dire d'identifier quelle serait une amélioration du système existant. C'est pas toujours d'en haut que va descendre la bonne idée, par exemple, d'infrastructure. De la manière que pendant le Covid, on nous est pas arrivé avec un cahier des charges bien défini en disant « vous devez construire exactement ça ». Ça a été plutôt au contraire venu du terrain de dire « ce serait bien qu'on ait ça » pour répondre à ces enjeux et ces problèmes. Donc, réussir à proposer des initiatives, ensuite prendre des risques parce que ces projets, on ne les réussit que si on arrive à prendre des risques en interne. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et surtout, j'insiste parce que je vois beaucoup de gens qui disent « ah là, le public, c'est compliqué, on a plein de contraintes, etc. » Je veux dire, si vous croyez au fait qu'on peut changer les choses dans ce pays et qu'on peut les changer positivement pour tout le monde en parfois faisant dépenser moins d'argent à la collectivité pour apporter de meilleurs résultats, notamment grâce au numérique qui est un des leviers qui permet ça, j'ai envie de dire, engagez-vous, baissez pas les bras, et une fois que vous êtes à l'intérieur, si vous arrivez à vous retrouver dans un positionnement où, quel que soit, entre guillemets, votre niveau hiérarchique, parce que sur ces projets-là, parfois, ça n'importe pas tant que ça, à vous de réussir à mener un rêve en embarquant le reste d'une communauté pour faire en sorte que ce type de projet puisse réussir. Et donc, renseignez-vous sur ces infrastructures et surtout réfléchissez autour de vous, dans vos activités professionnelles ou dans le secteur que vous connaissez, à quels pourraient être justement ces projets particulièrement transformants d'infrastructures numériques de partage qui pourraient être particulièrement utiles à la collectivité. Et demain, il faudra évidemment envisager ça au niveau français, mais aussi, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais au niveau européen, avec beaucoup de beaux projets qui sont également dans ce domaine à ce niveau-là. Merci pour ce dernier mot plein d'espoir et pour bien sûr cet échange très exhaustif sur la crise sanitaire SI-DEP. Et bien sûr, j'invite tous les auditeurs à continuer l'échange, soit en réagissant sur la vidéo YouTube qui permet, sur la base de commentaires, de pouvoir interagir, ou bien sûr d'aller approfondir avec d'autres épisodes sur les infrastructures de partage de données. Merci Raphaël. Merci à toi. Et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur les infrastructures de partage de données dans le cadre de cette mini-série, ou découvrir les portraits de nombreux invités agents publics au parcours varié dans les différentes saisons. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.